Bonjour, bonjour, derrière ce titre putaclic et fortement inspiré des nuls, je vais vous parler des sorties qu'il y a eu sur Hulk ces derniers temps, parce que mine de rien, il y a eu plusieurs sorties d'un coup, trois sorties d'un coup surtout, trois titres plus ou moins attendus, parfois moins que plus, parfois plus que moins, hein, notamment celui-ci était fortement attendu, hein, mine de rien. Celui-ci était assez attendu parce que c'est la suite de Thor et la suite de Hulk. Et celui-ci, personne ne l'attendait. Donc voilà, on va en parler un petit peu. Alors celui-ci, je ne vais pas trop en parler aujourd'hui, parce que j'ai fait une vidéo dédiée sur l'affaire, parce qu'il y a une vidéo dédiée également avec l'avis de G, des rubriques de G, qui en dit tout le bien qu'il en pense. En gros, si vous suivez Hulk, ça n'a aucun intérêt. Si vous suivez Thor, il y aura peut-être une incidence sur la série Thor. Si vous suivez les deux séries, bon bah je pense que vous allez faire comme moi et puis craquer. Mais c'est pas fameux. C'est pas fameux. Je vous renvoie vers la vidéo dédiée ou la vidéo des rubriques de G sur le sujet Banner of War. Alors Banner of War a été traduit en français chez Panini. Là c'est la version originale par bannière de guerre. Pourquoi pas mettre étendard aussi tant qu'on y est, parce qu'une bannière de guerre c'est un étendard. Parce qu'en plus de ça, on perd complètement le rapport avec Banner comme Bruce Banner. Mais c'était difficilement traduisible, du coup, pourquoi? Voilà, donc on va parler de Hulk gris que moi j'attendais plutôt impatiemment. Parce que la dernière édition qui était disponible, c'était celle en sortie en Marvel Icons, qui était inspirée d'un hardcover américain qui réunissait ces trois titres-là. Donc avec Spider-Man bleu et Daredevil jaune, il y avait aussi Hulk gris, donc un Icons où il y avait les trois. Vous allez me dire, il en manque un, il manque Captain America White, oui, parce qu'au moment où le hardcover était sorti aux États-Unis, Captain America White, la fin n'était toujours pas sortie. Il y a eu Captain America White, et il y a eu j'ai peur de dire une connerie, mais il y a bien 5 ans entre le premier numéro et le dernier numéro. Du coup, ça a mis un moment avant de sortir et c'était impossible de faire un hardcover américain qui réunisse les quatre. Sauf que au moment où Panini a sorti l'Icons en France, les quatre étaient sortis. Ils auraient très bien pu non pas s'inspirer du hardcover américain, mais faire à leur propre sauce en ajoutant Captain America White. Ça aurait été logique en fait. Mais chercher la logique chez Panini, il y en a peu. Donc ça sort dans la collection Must Have, ce Hulk gris, c'est donc le troisième couleur, les couleurs faites par Jeff Lobb et Tim Sale, qui, après le succès qu'ils ont connu chez DC Comics avec Batman un long Halloween, sont passés aussi par Marvel pour faire donc Daredevil jaune, on en a déjà parlé, Spider-Man bleu, on en a parlé, et le troisième titre sur cet univers de couleurs basé sur les couleurs, c'est Hulk gris. Alors pourquoi Hulk gris? Parce que vous connaissez peut-être l'histoire, mais au tout début, la première apparition de Hulk par Stan Lee et c'est Jack Kirby, j'espère que je dis pas de conneries. Je crois que je dis pas de conneries. Le Hulk était gris. Alors pourquoi? C'était le choix de Stan Lee, il voulait que le personnage soit gris, et puis en fait ils se sont rendus compte que ça posait problème au niveau des imprimeurs, et que l'encre c'était plus facile de le mettre en vert, donc ils ont fini par le mettre en vert. Ils sont revenus quand même plusieurs fois hein, sur l'histoire du Hulk gris, euh, comme quoi c'est la première apparition et que c'est le côté le plus enfantin. Il y a eu aussi Mr. Fix-It qui était gris. Peter David est revenu pas mal de fois sur le personnage et sur les origines du Hulk gris. Donc là, c'est l'histoire de la première rencontre entre Hulk et Betty Banner, mais vue par Bruce. En fait, au tout début de l'histoire, Bruce se rend chez le docteur Sanson, qui est un psychologue, et aussi un psychopathe, non, surtout un psychologue, et va lui donner sa version des faits, à savoir comment lui a vécu la transformation en Hulk. Mais c'est donc l'histoire est narrée par Bruce Banner, donc c'est un peu. Est-ce que c'est fiable? Est-ce que son point de vue n'est pas biaisé? Bon, vous voyez au début, les planches de Tim Sale sont magnifiques. On est vraiment sur le tout début de Hulk où il raconte ce qui lui est arrivé en fait. Hein. Il y a aussi des théories disant que il était gris au début et c'est à force d'utiliser un maximum de rayons gamma sur lui, il est devenu vert. Bon, ok. Ça reste de la bande dessinée, à la limite on s'en fout qu'il soit gris, qu'il soit vert, qu'il soit rouge. Parce que dedans il y a le Général Ross, sans vous spoiler, c'est lui le Hulk rouge. Hop là. Donc les planches sont incroyables, c'est magnifique. Voilà. C'est une série qui date de 2003, qui est sortie en 2003 et 2004, il y a 6 numéros à l'intérieur. Jeff Lobb et Tim Sale, ils sont vraiment très très bons ensemble. Bon, Tim Sale nous a quittés malheureusement.
Et cette histoire a inspiré, paraît-il, le film Incredible Hulk de Louis Leterrier, avec Edward Norton dans le rôle de Bruce Banner. Euh, Moi, je la trouve vraiment bien, cette histoire. Elle est top. Je vous invite vraiment à la découvrir. C'est une histoire complète. On n'a pas besoin de prérequis parce qu'on revient sur les origines de Hulk. Il n'y a pas de suite non plus, et ça n'appelle pas de suite. Il y a des apparitions de personnages, les covers sont incroyables. Il y a des apparitions de personnages de l'époque, hein, donc Iron Man dans son armure. C'est une rencontre qui, en plus, euh, normalement, Hulk et Iron Man se sont rencontrés pour la première fois dans Avengers. Or, là, il semblerait qu'ils se soient déjà rencontrés avant. Est-ce que c'est vrai? On ne sait pas. Encore une fois, c'est l'histoire racontée par Bruce Banner. Est-ce que Tony Stark a caché cette rencontre histoire de parce que son armure c'était un prototype au début, histoire de ne pas avoir trop la honte? On ne sait pas. Bref, on ne le saura jamais en tout cas. Mais voilà, les couvertures aussi sont magnifiques. Enfin, moi j'adore le style de Team Cell. Il était incroyable. Donc ça, je vous le recommande fortement. Maintenant, le frein, c'est le prix. C'est 20 balles, à peu près 20 balles. Je sais plus si c'est 20,99 ou 19 euros, bref, je sais plus trop. Il y a 6 numéros, encore une fois. Ce qui est bien dans la collection Must-Have, c'est qu'il y a beaucoup d'éditorial pour vous expliquer un petit peu les chronologies, pour vous expliquer qui sont les auteurs, pour vous résumer un petit peu l'histoire en tant que telle de Hulk et l'histoire donc on parle aussi d'Daredevil jaune évidemment. Donc au niveau éditorial c'est vraiment très bien. Panini devrait le faire sur tous leurs titres et pas que sur les must-have, qu'on comprenne un petit peu à quoi sont payés ce qu'on achète en fait. Mais bon, je trouve ça quand même assez cher. Si vous avez la possibilité de le trouver d'occasion, prenez-le d'occasion. Si vous n'avez pas cette possibilité-là, bah, tant pis, prenez-le. Si vous avez le choix entre plusieurs titres ce mois-ci, sur les 3 titres Hulk que je vous présente aujourd'hui, ça serait vraiment celui-là à prendre en priorité. Voilà, Hulk gris, qui est sorti dans la collection Must-Have. L'autre titre dont je vais parler aujourd'hui, c'est celui-ci, donc c'est Immortal Hulk. En VO, c'est Apocrypha, je crois que c'est Apocryphe en français. En VO, il est considéré, c'est un trade paperback américain, il est considéré comme le 11e trade paperback de la série. Après la fin de la série, qui est dans le 10e trade paperback, en France, il n'y a pas de numérotation. Il n'est pas numéroté. Donc c'est vraiment un hors-série, comme ils avaient fait avec Great Power, je ne sais plus comment on l'a traduit en français, sûrement Grand Pouvoir, vu qu'ils ne se cassent pas la tête pour les titres. Donc celui-ci, c'est plusieurs histoires qui se passaient pendant Immortal Hulk, en rapport soit avec des crossovers, soit avec d'autres personnages, bon, ouais, c'est des crossovers aussi, vous allez me dire, soit avec des events, soit avec des crossovers, qui sont réunis dans ce gros volume, hein. Il fait quand même 248 pages en français, il est vendu 24 balles, hein, en VF, 24 euros, 24,99 € en US, évidemment, avec le prix du dollar, je l'ai payé beaucoup moins cher. Je crois que je l'ai payé une vingtaine d'euros celui-ci, donc il est vendu 24 balles en VF, en couverture dure, là c'est de la souple effectivement. Donc tous ces numéros à l'intérieur sont scénarisés par Allewing, avec un numéro où il scénarise et il est co-scénarisé, il est aidé aussi par le dessinateur qui a donné aussi quelques idées, mais c'est le numéro le moins intéressant là-dedans, on va revenir dessus. Donc tout est scénarisé par Allewing. À l'intérieur, vous avez Immortal Hulk, The Best Defense et Defenders, The Best Defense. Ce sont 2 numéros. Donc le premier est dessiné par Simone Di Meo. Je vais bien? Ouais, Simone Di Meo. Et le deuxième est dessiné par Joe Bennett, qui était le dessinateur régulier de Immortal Hulk. Le premier, il y a une ambiance assez horrifique. On arrive dans une petite ville fantôme où il ne se passe rien. Tous les habitants sont cachés, on ne sait pas trop pourquoi, on va le découvrir au fur et à mesure. Simone Di Meo réalise un travail qui est franchement cool, voilà, ouais, je trouve que ces planches sont vraiment jolies. Et donc ces 2 numéros, donc ce premier numéro qui est un peu horrifique et le second sont liés. C'est un peu un crossover des Defenders, parce que du coup là, le premier numéro c'est vraiment que Hulk, et dès le deuxième numéro, donc ça démarre par la mort d'un personnage connu des Defenders, à savoir le Doctor Strange, sans parler encore une fois, sans spoiler, parce que c'est vraiment au tout début. La suite, c'est dans le one-shot Defenders, The Best Defense, donc, qui est donc la deuxième partie, qui a un côté beaucoup plus cosmique. Cette couverture de Arthur Adams, impeccable, comme d'habitude avec Arthur Adams, c'est génial. Donc le deuxième numéro est dessiné par Joe Bennett, il en profite pour, encore une fois, se faire plaisir avec les monstres. Il y a quand même un Namor fusionné avec le Silver Surfer, ça c'est cool. Et donc Joe Bennett continue à se faire plaisir avec les monstres. Autant le premier numéro, la partie horrifique, j'ai trouvé ça vraiment, vraiment sympa, lourd au niveau de l'ambiance, plutôt sympa. Mais la seconde, au niveau cosmique,
c'est moins cool. C'est moins cool, mais bon, les deux histoires tiennent la route. Il y a un personnage qui apparaît à l'intérieur qui laisserait entendre qu'il pourrait y avoir une suite, mais pour l'instant, il n'y a pas eu de suite. Ali Wing ayant quitté Hulk et Joe Bennett ne dit non plus Hulk, j'ai quand même des doutes sur une suite éventuelle. Donc ça, c'est deux premiers numéros qui ouvrent le volume. Alors j'espère que le volume français a conservé l'ordre qu'il y a sur le volume américain, l'inverse, enfin ce serait étonnant. Et donc ces deux premiers numéros-là sont vraiment intéressants et sont plutôt sympas à lire. Ensuite, on a Absolute Carnage, Immortal Hulk. Donc, comme son nom l'indique, ça se passe pendant Absolute Carnage, où plein de personnages, super-héros, etc., que je dise pas de conneries. Hein. Donc, c'est ça. C'est dessiné par Felipe Andrade. Plusieurs personnages de l'univers Marvel ont été possédés par des symbiotes à cause de Carnage. C'est le cas de Hulk. Et donc, ça se passe très très vite dans Absolute Carnage. On voit juste un Hulk qui arrive en mode Hulk Venom. Un peu comme on peut le voir, hop, sur ici. Donc là, il y a une variante cover, enfin il y a une cover en plus de Del Keon, c'est hyper classe. Et donc là, on a le Hulk Venom. Donc ça, c'est vite expédié dans Absolute Carnage. Et en fait, la possession qui se fait à l'intérieur de la tête de Hulk et de Bruce Banner, c'est dans cet épisode. Donc ça peut être intéressant si vous avez lu Absolute Carnage et que vous voulez savoir pourquoi le Hulk qui s'est laissé posséder par le Venom. Parce qu'il y a déjà plein de Banner, il y a déjà plein de gens dans sa tête. Hein. Le Hulk gris, le Hulk monstre, le Hulk enfant, enfin ils sont tous là. Il va rajouter un mec, Venom, c'est un peu compliqué. Donc du coup, on voit ce qui se passe. On voit la discussion dans la tête, comment Banner a décidé de l'accepter alors que les autres n'étaient pas forcément d'accord. Donc ça peut être intéressant si vous voulez développer Absolute Carnage, mais sinon, franchement, c'est sans plus. Et ça n'apporte pas grand-chose à Immortal Hulk en tant que tel. Le numéro suivant, là par contre, il est intéressant par rapport à la série Immortal Hulk. Il est dessiné par Mattia De Iulis, mais pas que, parce qu'à l'intérieur, vous avez deux numéros entiers d'anciens comics de Hulk. Ça, c'est Immortal Hulk 0, qui revient sur les origines du père de Bruce Banner, et qui a un rôle important dans Immortal Hulk. Donc, à l'intérieur, vous avez quelques pages de Mattia De Iulis, je sais pas comment on prononce, voilà, des pages plutôt jolies, il faut aimer le genre. Et ensuite, vous avez un numéro entièrement scénarisé par Bill Mantlo et dessiné par Mike Mignola, et oui, le Mike Mignola de Hellboy. C'est le numéro 312 de Incredible Hulk qui est là. Donc, on revient sur l'origine, enfin sur l'enfance de Bruce Banner avec son père qui était quand même très dur avec lui, hein, pour pas dire c'était du harcèlement en gros. Hein. Il n'a pas eu une enfance facile, hein, Bruce, hein, ça peut expliquer ses problèmes de personnalité multiples. Et il y a également Hulk 1, mais alors attention, pas Hulk 1, le vieux Hulk 1, non, c'est Hulk 1, la relance qui avait été faite par Peter David et Adam Kubert. Donc, vous voyez Adam Kubert, le style de Hulk, moi je le trouve vraiment top. Et tout ça en plus avec une apparition de Stan Lee, il est là, et Stan Lee, il est là. Hop là, Stan Lee en mode hyper cool. Donc il y a ce numéro-là entier aussi à l'intérieur. Et la fin, ça se termine avec Mattia de Iulis, qui raccroche les wagons avec Immortal Hulk et l'apparition du père de Bruce dans cet univers un peu bizarre qui était présenté dans Immortal Hulk et qu'on voyait au début avec la fameuse porte verte. Donc là, il y a vraiment un rapport, donc là c'est vraiment intéressant par rapport à Immortal Hulk. Le numéro suivant, c'est Immortal She-Hulk. Bon, on s'en passe. Il y a quand même un léger rapport avec Immortal Hulk parce que forcément, comme c'est une des Hulk, elle est affectée par ce qui se passait dans cet univers dont je viens de vous parler. On voit aussi le père de Bruce qui est là. Ça se laisse lire, mais franchement, c'était pas non plus complètement indispensable. Et évidemment, ça, si vous ne suivez pas la série Immortal Hulk, faut pas le prendre comme un one-shot. Hein. Et c'est là où les Américains ont bien fait de le numéroter, et que c'est dommage que ce soit pas numéroté en français, parce que si vous lisez ça avant de lire Immortal Hulk, vous faites spoiler sur masse de trucs, sur l'épisode précédent dont je viens de vous parler, et sur l'épisode de Immortal She-Hulk. Donc celui-là est sympa, sans plus, c'est dessiné par John Davis Hunt. Le numéro suivant, par contre, il est vraiment cool. C'est l'épisode de King in Black de Hulk. On y a eu droit en français déjà dans les revues King in Black, Event King Black à 16 balles là. C'était déjà présent. C'est l'épisode qui est entièrement silencieux, il n'y a pas de texte, il n'y a pas de dialogue, et tout est dessiné par Aaron Kuder, avec un Hulk très fin, très longiligne,
Et le trait d'Aaron Kuder, il est parfait là-dessus. Donc vraiment c'est cool, on voit Hulk qui encore une fois risque de se faire posséder par un symbiote, mais ça se finit plutôt bien pour lui. On voit de nouveau une apparition du père de Bruce qui est là. Et donc ce numéro il est cool, mais même s'il apporte pas grand chose à l'univers d'Immortal Hulk, c'est un numéro qui est sympa, qui est donc sans parole et donc plutôt léger. Et en plus de ça avec un trait d'Aaron Kuder qui est juste incroyable dedans, que je trouve vraiment très bien. Le dernier numéro, bon, là, c'est du remplissage de pages. C'est donc Ali Wing et Alex Parknadel, que je ne connaissais pas, qui scénarise ça. C'est Alex Parknadel, pardon, qui dessine. Bon, ok. Parfois, on voit un peu de Chiodo, parfois, on voit un peu de Delkeon dans son style. C'est très horrifique. C'est pas Hulk en tant que tel, mais c'est un mec qui ressemble à Hulk. C'est pas top. Ce numéro là qui ferme le tout, il est franchement pas terrible. Donc je résume, à l'intérieur, ce qui est bien, c'est les deux épisodes d'ouverture qui sont vraiment cool. Le numéro Immortal Hulk 0 qui apporte vraiment quelque chose à la série Immortal Hulk. Celui de She-Hulk, Immortal She-Hulk, et ça passe. Et puis celui de Aaron Kuder qui est vraiment très sympa en rapport à King in Black. Voilà, donc si vous suivez la série Immortal Hulk, vous avez fini de lire Immortal Hulk, effectivement, vous pouvez vous attaquer à ça, Immortal Hulk le dernier, mais ne le prenez pas comme un one-shot. Si vous voulez lire un Hulk plutôt cool, qui n'a pas vraiment d'incidence et qui n'a pas vraiment de conséquences avec ce qui se passe actuellement dans les séries, vous avez Hulk Gris, qui a un stand-alone, qui serait vendu comme un récit complet Marvel si on était encore chez Semic. Oui, je suis un vieux nostalgique. Donc voilà, Hulk Gris, en priorité sur votre shopping list. Ensuite, le Immortal Hulk Apocryphe, si jamais vous avez lu Immortal Hulk, la série en tant que telle. Et celui-ci, bon, si vous suivez Thor. Et c'est tout. Voilà. Sur ce, je vais vous laisser là. Je vous souhaite d'excellentes journées, d'excellentes lectures. Je ne pense pas qu'on se retrouvera jeudi, j'ai pas le temps. À moins que j'arrive à trouver du temps d'ici là, mais ça va être compliqué. Donc on se retrouvera, j'espère, samedi, mais en tout cas, dimanche, c'est sûr. Ciao, ciao!